Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. D'abord, bonjour et merci à vous et merci beaucoup très sincèrement à Christian Goudineau de nous donner l'occasion de présenter et d'échanger avec Jean-Christophe Sourisseau sur les Celtes du Midi de la France. Beaucoup de choses ont été dites, il fallait s'y attendre dans l'introduction de Christian Goudineau. On va essayer de reprendre, nous, les thématiques en s'appuyant sur des documents. Donc notre communication... selon un thème d'ailleurs qui nous a été proposé, suggéré, voire imposé. Et donc les Celtes du Midi, colonisés, hellénisés, acculturés. 3 points d'interrogation dans le même titre, cela fait peut-être beaucoup. Nous allons tenter de nous justifier rapidement de cela. En 1990, Christian Goudineau avait été convié à rédiger les conclusions du colloque Marseille grec et la Gaule. Il notait que, lors des conclusions qu'il avait rédigées alors, que le terme d'hellénisation, si courant il y a une vingtaine d'années, n'avait été utilisé par aucun orateur et que le terme d'acculturation s'était trouvé sinon absolument radié, du moins contourné. Il posait donc la question de savoir si ces concepts n'étaient pas assez fins au regard des modèles et des grilles anthropologiques plus sophistiquées présentés par certains lors de ce colloque de Marseille. Près de 20 ans après la publication de ce rapport de synthèse, publié dans les Études de Massaliette, et près d'un demi-siècle après l'édition par Fernand Benoît de Recherches sur l'hellénisation du Midi de la Gaule, les mêmes constats, mais aussi la même question pourraient être posées à nouveau. Ces notions d'hellénisation, d'acculturation et de colonisation, qui effectivement manquent de nuances, ou plus probablement sont trop culturellement connotées, doivent-elles être définitivement oubliées? Et aujourd'hui, en fait, ont-elles été remplacées par des approches conceptuellement plus riches? Notre réponse, on va voir, sera nuancée. Depuis les années 1970, les recherches sur les communautés gauloises du Midi ont fait des avancées considérables. Et l'hommage que l'on doit rendre aujourd'hui à des chercheurs comme Michel Py et Patrice Arcelin, Bernard Dedé ou Michel Batz et d'autres est un hommage sans réserve. L'économie, la culture et la société de ces Gaulois du Midi sont maintenant bien appréhendées, mais il va dans le sens de la recherche, aujourd'hui, de pouvoir la confronter, tant aux autres groupes protohistoriques qu'aux populations méditerranéennes classiques. Et là, les choses, on va le voir, deviennent peut-être plus difficiles, car les outils méthodologiques performants utilisés par les archéologues du Midi n'ont pas été universellement adoptés, et ils comportent également les défauts inhérents, sans doute, à leur qualité. Par exemple, sans que la responsabilité n'en incombe à leurs promoteurs, les analyses quantitatives, on en parlait tout à l'heure, et les études statistiques ont eu tendance à littéralement réifier les données éparses, c'est-à-dire à transformer un objet sous forme de courbes, de diagrammes, présentés comme des réalia, présentés à leur tour, comme si c'était de la culture matérielle. Donc, c'est-à-dire qu'on a transformé un objet, ce qui n'était en fin de compte que le résultat d'études variées et souvent d'interprétations. Cette approche donc cumulative et parfois même prédictive, on pourrait dire, a de plus tendance à noyer l'originalité de nouvelles découvertes, par exemple, dans la masse des statistiques, à uniformiser plus qu'à mettre en lumière. Et donc ce que nous allons tenter aujourd'hui, c'est essayer, en s'appuyant sur cette présentation générale, valable, réalisée par les gens avec qui on travaille et à qui on doit tant, de présenter certains aspects, de poser, comme on en parlait tout à l'heure, poser plutôt les bonnes questions que donner les mauvaises réponses et faire apparaître des nouveaux courants, des nouvelles approches concernant ces problématiques. Les Gaulois du Midi ne sont pas les Gaulois de tout le monde, écrit Michel Py dans son ouvrage de 1993. Or, lui-même sait mieux que quiconque que ces populations ne sont pas culturellement et économiquement homogènes et que leurs genèses ne sont pas sans heurts. On ne s'attardera pas aujourd'hui sur ces points pourtant importants, mais cela justifiera en partie notre démarche.
Nous allons adopter un cadre chronologique large, et notamment en s'appuyant sur la phase antérieure à la création de Marseille, nous appuierons nos propos sur des exemples le plus souvent neufs ou revisités, et nous tenterons de mêler nos Ibères et Ligures, nos Celtes du Midi, aux autres peuples sans écriture, mais aussi aux autres acteurs méditerranéens. L'approche traditionnelle de l'histoire des communautés de Gaule méridionale place la fondation de Marseille vers 600 avant Jésus-Christ. Et cette date de 600 avant Jésus-Christ est considérée comme un pivot dans toute la réflexion, en envisageant un avant et un après qui seraient forcément liés entre eux. Cette position est l'héritage d'une histoire de la recherche qui dépasse très largement le cadre du Midi de la Gaule et qui trouve son origine principale dans la conception des phénomènes dits coloniaux, particulièrement ceux relatifs au monde grec que les modernes ont imposé depuis au moins le XIXe siècle. La première manifestation de cette conception, on la trouve dans le vocabulaire même, puisque parler de colonie, pour désigner les installations de Grecs en Occident et en mer Noire, entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, est non seulement en soi un anachronisme, c'est la transposition d'un terme latin colonia qui traduit une réalité romaine très différente, mais c'est aussi un élément important dans la construction de la justification des phénomènes coloniaux contemporains, notamment en Afrique du Nord, qui repose essentiellement sur l'idée de l'apport de la civilisation et de l'abondance aux peuples non civilisés. Le phénomène colonial antique apparaissait non seulement comme un modèle, mais aussi comme un âge d'or. Quels sont les termes du problème ? La colonia romaine est en effet une extension politique et économique de Rome, puisque les colons conservent leur appartenance au corps civique et que la décision de créer une colonie est le fait d'une décision politique romaine pour des raisons stratégiques ou économiques. Ces colonies romaines apparaissent donc comme les avatars d'un projet d'expansion politique et économique d'un centre bien défini. Rome, comme on en a bien conscience, on présente les choses d'une manière un peu caricaturale, mais c'est bien ça, c'est Rome et puis les colonies à l'extérieur. Les Grecs, quant à eux, n'ont jamais utilisé le terme de colonie pour désigner cette réalité, mais le terme d'apoïka, qui désigne certes un phénomène de translation de population vers des zones de peuplement non grec, mais dans un contexte historique et un cadre institutionnel tout à fait différent de la colonisation romaine et de la colonisation contemporaine. Les cités, premièrement, à partir desquelles proviennent ces groupes, sont diverses. Et deuxième point, les groupes de migrants perdent leur appartenance au corps civique d'origine pour en refonder un autre dans l'établissement qu'ils créent. Il n'y a donc plus de lien politique entre la cité-métropole et la cité coloniale. C'est là une distinction fondamentale puisqu'elle permet de rejeter l'idée d'un projet politique et ou économique dans ce qu'on appelle encore le phénomène colonial grec archaïque, et tous les vieux débats, par exemple la distinction entre colonie agraire et colonie de peuplement, sont en fait aujourd'hui caduques car reposant sur cette confusion moins partielle entre apoïka et colonia. À partir de là, on peut prendre conscience de la difficulté qu'il y a à reconstruire une histoire des communautés grecques et non grecques du Midi de la Gaule quand on mesure le poids historiographique de cette confusion, très largement répandue dans le champ de la recherche historique et archéologique du XXe siècle, et à partir de laquelle se sont forgés des concepts tels que l'hellénisation du Midi de la Gaule, on en parlait tout à l'heure à propos de Fernand Benoît, avec pour corollaire l'idée d'une confrontation binaire entre Grecs de Marseille et communautés indigènes. Communautés perçues comme un tout relativement cohérent, les Gaulois du Midi par facilité, et dont l'évolution culturelle, économique et politique était forcément liée à la confrontation avec Marseille et les Grecs de Marseille intervenant dans cet espace, les bienfaits de la colonisation. Bien. Alors, on va aborder ensuite, après cette introduction, justement les aspects qui concernent justement cet avant-Marseille, en essayant d'en dégager les principales caractéristiques. Alors, on considère généralement qu'avant 700 avant Jésus-Christ, donc à une période très haute, du début de l'âge du fer, les sociétés méridionales n'ont entretenu que très peu, voire aucune relation clairement attestée avec les cultures méditerranéennes. Alors, c'est en soi, dans le contexte méditerranéen occidental, une originalité qu'il faut remarquer, car tant en Italie du Sud ou en Sicile qu'en Étrurie, la proximité des établissements grecs coloniaux
a favorisé depuis au moins le milieu du 8e siècle des phénomènes de contacts économiques et culturels qui ont engendré des processus de transformation profonde des sociétés indigènes. Le même constat pourrait être fait d'ailleurs en Sicile occidentale, en Sardaigne, ou dans la zone du détroit de Gibraltar, ou encore même le long des côtes du Levant ibérique, où l'influence phénicienne a profondément et durablement marqué les sociétés indigènes depuis au moins le début du 8e siècle. Alors, l'explication la plus souvent avancée par les chercheurs est l'isolement géographique du Midi gaulois, espace le plus éloigné des grands foyers coloniaux d'Occident, qu'ils soient grecs ou phéniciens, en oubliant néanmoins que dès le IXe siècle au moins, les populations nuragiques de Sardaigne, par exemple, entretiennent, à une date bien antérieure aux premières implantations exogènes en Méditerranée occidentale, des relations d'échange avec les communautés villanoviennes de la façade tyrrhénienne, caractérisées par des circulations d'objets métalliques et sans doute aussi par des mobilités individuelles qu'on repère notamment par la circulation de parures féminines dans les contextes funéraires. C'est peut-être dans ce contexte d'échange que je qualifierais de discret qu'il faut remettre en perspective la présence de ces fibules, dont vous avez ici quelques exemplaires, donc de ces fibules réputées découvertes sur des divers sites du Languedoc oriental et datées du 8e siècle avant Jésus-Christ, bien que leur découverte ancienne pose un certain nombre de problèmes, puisque l'ancienneté de ces découvertes laisse planer un doute sur la crédibilité de la déclaration de leur lieu de découverte, mais compte tenu des éléments qui viennent d'être évoqués, il ne faut pas les rejeter a priori comme on l'a fait longtemps, considérant que l'émergence de ces contacts devait être liée aux implantations grecques ou phéniciennes dans le sud de la Méditerranée occidentale. Quoi qu'il en soit, et malgré tout, les relations que pourraient avoir entretenues les communautés méridionales de l'âge du fer avant le 7e siècle avant Jésus-Christ avec d'autres communautés de Méditerranée occidentale apparaissent discontinues, ponctuelles et en tout cas sans qu'un fort impact soit clairement perceptible dans leur structuration. Alors, les premiers témoignages, en revanche, certes encore assez limités en nombre, mais clairement attestés, nous renvoient à une date assez basse, qu'on situe vers le milieu du 7e siècle, avec la découverte d'importations méditerranéennes dans de très rares contextes funéraires à Agde et probablement aussi en contexte funéraire à Mayak, vous l'avez ici en bas, auquel il faut associer aujourd'hui un fragment de coupe proto-corinthienne également découverte à Antibes, sans que le contexte soit par ailleurs clairement identifié. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord de vases tournés, de vases qui sont associés au service des liquides, et plus précisément du vin, du moins en contexte grec ou étrusque, et ces objets ont été interprétés comme les signes tangibles d'échange de prestige entre élites indigènes et marchands méditerranéens, suivant le modèle de ce qu'on appelle la praxis homérique, dans laquelle la relation personnelle entre partenaires, se reconnaissant d'un rang social équivalent, donc probablement élevé, induit le caractère exceptionnel des signes de l'échange, du moins pour la partie réceptrice, et expliquerait donc leur rareté. Alors leur usage funéraire, évidemment secondaire, constituerait alors une nouvelle forme d'expression du statut des défunts associés, réinterprétant en contexte indigène gaulois des signes porteurs d'une idéologie aristocratique grecque ou étrusque liée aux consommations collectives du vin, sans que le produit en question soit lui-même attesté. L'identification possible d'un cinquième objet exogène, voilà, dans la nécropole d'Agde, oui, permet d'enrichir la réflexion. Alors, Stéphane Verger a récemment proposé de voir dans le grand couteau en fer que vous voyez ici en haut et qui provient de la tombe 202 de la tombe 202 de la nécropole d'Agde, est en fait un objet qui est probablement exogène puisqu'il ne présente en effet pas de comparaison connue, en tout cas dans les typologies régionales, et en revanche, celui-ci propose une comparaison avec des objets, une comparaison très convaincante, oui, avec des objets découverts dans le sanctuaire de Béthalémie à Gela en Sicile, sud-orientale. Alors ces grands couteaux que vous voyez ici sont généralement associés à la boucherie sacrificielle et donc à des gestes qui, recontextualisés dans le cadre de ce type d'échange,
renvoie à des pratiques sacrificielles méditerranéennes associées aux rites d'hospitalité, corollaire nécessaire de la praxis homérique. Bien. Alors, quand on a dit ça, le problème, c'est bien aussi d'identifier les partenaires. Qui sont donc ces partenaires qui ont pu entretenir avec les communautés régionales un certain nombre de relations, ou du moins avec leurs élites, et relations d'échange qui impliquent probablement des trafics, c'est-à-dire des trafics d'objets, de marchandises et de valeurs. La première hypothèse, reposant sur l'identification des objets comme grecs, et plusieurs origines ont été proposées d'ailleurs, fut celle d'André Nickels, de fréquentation grecque, par ailleurs non précisée par ailleurs. Voilà. Michel Gras, quant à lui, posant l'hypothèse d'une origine étrusque de certains de ces... de certains de ces vases, a quant à lui envisagé non pas une fréquentation étrusque à proprement parler, mais un réseau d'échanges dont l'origine serait à situer en mer Tyrrhénienne, elle-même fréquentée à ce moment-là par des Grecs et des Étrusques, et peut-être même d'autres partenaires. Alors, la publication de Bernard Bouloumier sur le matériel archéologique de Saint-Blaise, donc en Provence, et la reprise en cours des collections du site, même si elles ne permettent pas pour le moment de caractériser clairement l'horizon stratigraphique du 7e siècle, permettent néanmoins de caractériser quelques rares objets qu'on doit situer vers le milieu pour certains, ou le courant de la seconde moitié du 7e siècle pour d'autres. Il s'agit encore de vases associés au service de la boisson, comme vous pouvez le voir, vases à boire et vases à verser, mais les origines sont extrêmement diverses, puisque vous pouvez reconnaître en haut à gauche pour vous un vase proto-corinthien, à droite un vase d'origine de la Grèce de l'Est, plutôt du sud de la Grèce de l'Est, en bas à gauche un vase de production probablement sicilienne qu'on imagine du côté du détroit de Messine, et à droite des objets qui sont issus des cultures étrusques, puisqu'il s'agit de Bucchero Nero étrusques, avec un décor tellement particulier qu'on est absolument sûr qu'elles appartiennent à cette phase ancienne du 7e siècle. Bien. Donc, on est là en face, on a là avec cette constatation on va dans un sens qui conforte assez bien l'idée développée par Michel Gras de trafic plutôt tyrrhénien qui trouverait une extension vers le midi de la Gaule. Alors toutefois, d'autres indices tentent à brouiller ce modèle, comme la présence de vases modelés locaux de typologie phénicienne dans la nécropole de Mayak, cette fois-ci, et qui poussent le détail, comme vous pouvez le voir dans la partie basse. En haut, vous avez des vases de typologie traditionnelle, et en bas, ces vases tout à fait particuliers qui sont des vases spécifiquement locaux, d'un point de vue technique, d'un point de vue de la fabrication, mais qui reprennent une typologie strictement phénicienne, qui pousse le détail jusqu'à porter l'enduit rouge absolument caractéristique des prototypes phéniciens, alors qu'aucune pièce importée ayant pu servir de modèle n'a été retrouvée sur place, du moins pour le moment. La découverte dans le même établissement, mais je n'ai pas la photo, pardon, d'un lion en pierre, probablement lui aussi daté du 7e siècle, certes très abîmé mais bien caractérisé, dont les modèles de comparaison renvoient au Levant ibérique profondément pétri d'éléments culturels phéniciens, a permis à Éric Gailledra notamment de formuler l'hypothèse de l'expression d'un phénomène orientalisant local qui mettrait également en perspective les vases précédemment évoqués, parmi lesquels celui-ci, c'est Ascos, en forme d'oiseau, lointain cousin de formes connues en contexte méditerranéen, grec et phénicien, depuis des périodes beaucoup plus anciennes et qui constitue un des objets caractéristiques du phénomène orientalisant. On va le trouver en gros du Levant en passant par la Crète jusque dans le monde carthaginois, dans le monde étrusque et dans le Levant ibérique. Et on a là en quelque sorte un lointain cousin de ce mouvement. Alors, si l'hypothèse apparaît fondée, elle rend la situation apparemment plus complexe qu'on ne l'avait envisagé auparavant, car il faudrait maintenant admettre des apports depuis l'ouest et non plus seulement depuis l'espace tyrrhénien à l'est. Mais elle fournit en fait surtout les éléments d'une cohérence d'ensemble qui permet de s'affranchir de la problématique telle qu'elle avait été posée au départ, c'est-à-dire une problématique en termes de provenance stricte.
ou de l'Est ou de l'Ouest. De toute évidence, on a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, et en effet, si on retient l'idée d'expressions orientalisantes, malgré le caractère limité du phénomène, il faut alors aller jusqu'au bout de l'analyse et concevoir un phénomène polymorphe, fait de mobilités individuelles ou de petits groupes, qui portent avec eux non seulement quelques objets à forte valeur symbolique, mais surtout un bagage culturel méditerranéen, lui-même polymorphe au 7e siècle, de type artistique, technique, voire même peut-être de type politique. On doit, dans le même cadre d'influence orientalisante, évoquer, notamment pour des périodes à peine un peu plus récentes, au début du VIe siècle, ce brûle-parfum trouvé dans une nécropole de l'Aude à Coufoulins, et qui, en fin de compte, initie le développement de la culture ibérique, qui pourrait être issu comme ça de ce courant oriental. C'est un autre sujet, mais c'est un élément à garder quand même en tête pour la constitution des peuples et des cultures méridionales. Ce n'est pas des choses qui sont là depuis toujours, c'est des choses qui vont naître et qui vont se développer en liaison avec ces influences. Un dossier sur lequel on avancera assez rapidement, parce que notamment, sans doute, Stéphane Berger a pu vous en parler, mais en tout cas, c'est quelque chose qui avance très vite en ce moment, c'est dans le midi de la France, et notamment dans les vallées de l'Aude, dans la vallée de l'Orbe et la vallée de l'Hérault, on a découvert toute une série de dépôts d'objets en bronze, donc c'est des amas d'objets métalliques, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines, voire plusieurs tonnes, avec la découverte de l'épave de Rochelongue, qui sont des objets métalliques en bronze, en cuivre bien souvent, et quelquefois en étain. Donc, si vous voulez, c'est des cachettes, on a souvent appelé ça des conchettes de fondeurs, de refondeurs, etc. Ce mobilier, lorsqu'on utilise, on analyse son origine, le mobilier de ces cachettes, on s'aperçoit que l'origine de ces objets est très vaste. Certains de ces objets peuvent provenir de la péninsule ibérique, y compris du sud de l'Espagne, d'autres de l'Europe continentale, du centre de la France, voire même de régions un peu plus éloignées, de l'Italie du Nord, voire éventuellement de l'Italie centrale, voire de la Sicile. En bas, à droite, vous avez l'image d'un de ces dépôts les plus célèbres, c'est le dépôt de l'Aunac, trouvé à Fabrègues, près de Montpellier. Ces dépôts qui sont datés du 7e siècle essentiellement et du tout début du 6e siècle avant Jésus-Christ, Stéphane Berger a essayé de traquer un peu le faciès, les types d'objets que l'on rencontre dans ces dépôts, dans d'autres centres méditerranéens. Et l'enquête qu'il a pu mener en Italie, en Grèce, en Sicile, a montré en fin de compte, dans des sanctuaires, la présence d'objets d'origine gauloise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, certains de nos objets gaulois rencontrés dans le midi de la France ont été exportés hors des frontières gauloises dans des sanctuaires en ayant donc une valeur sacrée extrêmement importante. Ce constat réalisé par Stéphane Berger, sans totalement gommer les autres hypothèses sur la fonction, notamment économique, de ces dépôts de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer, montre qu'en fin de compte, dans cette période avant la fondation de Marseille, des hommes ont bougé, des objets ont bougé, mais également des pratiques cultuelles ont pu relier ces hommes à travers ces dépôts et ces circulations d'objets. C'est dans ce contexte que l'on peut placer peut-être l'étude passée inaperçue, malheureusement, menée par Masgui sur le cadastre d'Agde dans l'Hérault. Le site dont on a parlé tout à l'heure, la nécropole, d'où proviennent ces premiers vases grecs. En effet, dans ce travail comparatif des parcellaires d'Héraclée, de Paestum et d'Agde, ce chercheur démontrait que la nécropole du 7e siècle avant Jésus-Christ d'Agde, dans l'Hérault, s'insérait dans un parcellaire en bande, orienté vers 34-37 degrés, utilisant un pied de 27 cm, employé en Grande Grèce, et Masgui d'écrire, en 1995, c'est pas si vieux, doit-on conclure que d'autres Grecs que les Massaliotes avaient fondé dès avant 600 une colonie tracée avec un pied grec dans un schéma en bande nord-sud, ne peut-on pas envisager aussi, ou plutôt, écrivait-il, l'hypothèse d'une acculturation d'indigènes réceptifs au cours de relations commerciales préalables à la colonisation,
il nous disait on achète de la céramique corinthienne et peut-être des idées avec. Et ça, c'est un dossier qui, malheureusement, vous avez ici un plan de cette nécropole indigène, protohistorique, du 7e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où les populations locales n'avaient pas de ville, n'avaient pas d'organisation spatiale des habitations, et pourtant la nécropole, elle, au sens strict du terme, même si le mot aujourd'hui parfois on l'efface, c'est vraiment une ville des morts dans le sens où les tombes sont séparées par des allées extrêmement articulées, et en plus une nécropole s'insérait dans un système de parcellaires en bande dont on connaît des exemplaires en Italie du Sud. Donc en fin de compte, on voit là une organisation spatiale et une organisation de l'espace quasi administrative avant la fondation de Marseille dans ce secteur de la basse vallée de l'Hérault. Au total, donc, la perception qu'on peut avoir de cette histoire des communautés méridionales avant la fondation de Marseille a beaucoup évolué. On est passé en quelques années du constat de contacts irréguliers, isolés, voire exceptionnels, presque des accidents en somme, idées fondées sur quelques objets certes symboliques mais tellement rares au regard des volumes de la période suivante qu'on les a souvent relégués au rang de relations précoloniales. Le mot était facile. L'analyse qu'on peut en faire aujourd'hui est tout autre. Bien que la culture matérielle ne soit que peu marquée par les apports extérieurs, il n'en demeure pas moins que les communautés indigènes méridionales ont connaissance de l'existence d'un espace méditerranéen plus vaste que l'horizon de la bande côtière qu'ils occupent. Cette nouvelle perception de l'espace va de pair avec une communauté d'idées méditerranéennes, au moins partielle, à laquelle appartiennent les indigènes du Midi de la Gaule. On assiste en fait, c'est ce que nous proposons avant la fondation de Marseille, à un phénomène de première méditerranéisation de la Gaule méridionale. Concept, on l'avoue, certes flou, car la hiérarchie des phénomènes et leur chronologie relative est elle-même encore floue, mais qui rejoint au moins pour partie un concept de connectivité cher à Orden et Purcell. Au-delà des concepts, et pour finir, situer les principales manifestations d'un tel phénomène vers le milieu et dans le courant de la seconde moitié du 7e siècle, il nous semble assez satisfaisant quand on sait par ailleurs l'intérêt de certains poètes grecs d'Occident pour une conceptualisation de l'espace méditerranéen occidental. Donc on situerait avant la fondation de Marseille ce premier passage vers des populations méditerranéennes auxquelles nos populations du Midi deviendraient actrices. Bien. Arrivons maintenant justement au nœud, en quelque sorte, ou au moment qui était considéré comme le nœud principal, qui est justement la fondation de Marseille. Alors, bien que nous en ayons limité la portée dès l'introduction, ou du moins l'idée qu'on se faisait de cette portée, la fondation de Marseille, vers 600 avant Jésus-Christ, reste un événement évidemment important. D'abord parce que, pour la première fois, une communauté grecque s'installe durablement en Gaule, et ça c'est une différence fondamentale avec la période précédente, et va de ce fait entretenir des relations suivies avec les communautés locales pendant plusieurs siècles. Donc, en soi, ça reste quelque chose d'important, et en effet, il n'y a plus lieu aujourd'hui de s'excuser d'avoir eu peut-être une vision pendant très longtemps, une vision très hellénocentrique. Il faut aujourd'hui se servir de Marseille comme un des éléments, bien évidemment, importants dans la transformation de l'environnement culturel et historique du Midi de la Gaule. Bon, néanmoins, le problème qui se pose, et qui se pose à nous en tout cas, est bien de savoir dans quelle mesure cet événement n'est pas que la partie visible de phénomènes associés de nature diverse et qui, en termes historiques, sont peut-être plus structurants encore. Alors, si on regarde un petit peu la documentation telle qu'elle a été traitée, notamment pendant ces 30 dernières années, on a beaucoup travaillé sur les mobiliers, les réalia à proprement parler, on a daté de plus en plus correctement, en tout cas au moins en chronologie relative et avec quelques débats en chronologie absolue, les objets. Et on a établi un certain nombre de données quantitatives qui sont pour nous encore la base fondamentale sur laquelle nous allons travailler. Alors, si on regarde ce qui a été fait, et à mon sens, et je crois que c'est le sens commun pour le moment, c'est probablement l'arrivée massive de vins importés, en l'occurrence essentiellement étrusques, qui, vers la fin du 7e siècle ou le tout début du 6e siècle, est le signe majeur
de la mutation rapide qui touche les communautés méridionales. Alors, la fondation de Marseille, dans ce contexte, ne devant être perçue que comme une conséquence probablement indirecte de profonds et rapides changements qui touchent l'organisation des trafics méditerranéens en Méditerranée occidentale. Alors, quelle est la situation? On l'a dit, vers la fin du 7e siècle ou le début du 6e, et là je resterai flou puisque le débat chronologique n'est pas encore totalement tranché, il est même parfois, comme on disait tout à l'heure, un peu violent, mais ça doit être inhérent au milieu. On voit en Gaule du Sud côtière émerger et se développer rapidement un nouveau type d'échange avec le vin comme produit essentiel identifiable, en tout cas. Désormais distribué régulièrement, et ça c'est tout à fait différent par rapport à la période précédente, on a une certaine régularité, et en quantité importante dans des communautés qui jusque-là en ignoraient probablement l'usage. Bien. Alors, cette première planche, qui est une planche tirée des travaux de Michel Py, où justement on a une illustration de ces premières importations qui arrivent dans des niveaux datés à la charnière entre la fin du 7e siècle et le début du 6e siècle, et qui en effet présentent une forte spécificité par rapport au niveau précédent, puisque les amphores à vin ici étrusques sont bien présentes et sont très nombreuses, et on suit ensuite pour tout le midi de la Gaule une des stratigraphies qui nous montre clairement que le phénomène est engagé et que le phénomène va durer. Alors, si on regarde ici très rapidement, ce sont pratiquement, je pense, les seules données quantitatives ou presque que nous utiliserons aujourd'hui, ces deux schémas, on se rend compte que le phénomène est en effet général dans le midi de la Gaule, pour faire simple, puisque vous avez en bas les chiffres de la région nîmoise et dans la partie haute les chiffres de Marseille. Et si on regarde cette période qui nous intéresse, qui est entre la fin du 7e et la première moitié du 6e siècle, on se rend compte en effet qu'on a une quantité très importante de vins étrusques apportés dans des amphores qui vont, en quelque sorte, inonder, si je puis dire, l'ensemble des sites côtiers du midi de la Gaule. Bon, quand on a dit ça, en gros, on a tout dit, parce que, si je puis dire, puisque qu'est-ce que ces chiffres nous donnent au-delà du changement profond d'habitude des communautés locales et des commerçants grecs et autres, qu'est-ce que ça nous dit sur les partenaires? Qui sont ces gens qui amènent ces amphores dans ces communautés? Alors, pour certains des Étrusques, parce qu'on a une quantité très importante d'amphores étrusques, pour d'autres, à contrario, suivant un modèle dont je vais vous donner les principales caractéristiques, plutôt des Grecs. En fait, je crois qu'une voie médiane est probablement un petit peu plus correcte. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Comment fonctionnent ces nouveaux réseaux? En quelques mots. D'un point de vue strictement méditerranéen, ces circulations de produits sont indissociables d'une nouvelle situation en Méditerranée qui est caractérisée par l'apparition de nouvelles formes d'échange qu'on appelle, dans la littérature grecque, l'emporia. Ce nouveau système voit l'émergence de marchands professionnels de moins en moins dépendants de la production et qui, exerçant cette activité essentiellement, vont générer une forte augmentation des volumes de biens en circulation. L'autre aspect de cette activité est un problème technique, puisque pour que cette activité puisse fonctionner, il faut organiser un certain nombre de jalons dans les parcours qui fournissent aux emporoi des escales techniques le long des itinéraires empruntés et permettent non seulement la circulation sur de très longues distances de certains produits, mais aussi l'entrée de produits importés vers les arrière-pays et, en contrepartie, l'entrée éventuelle dans les circuits d'échange de l'emporia des produits régionaux. Ces établissements, on les appelle également les emporia, pluriel d'emporion. Bon, alors le modèle nous est connu puisqu'il nous est décrit relativement précisément par Hérodote à propos d'un établissement en Égypte, dans le delta du Nil, qui est l'établissement de Nocratis et qui est situé justement dans un contexte chronologique qui est tout à fait le même. Alors, je passe sur les aspects institutionnels et autres que nous n'aborderons pas ici. Bon, revenons dans notre contexte, et on note que dans ce contexte nord-occidental,
la fondation de Marseille, en Provence occidentale, est en fait simultanée vers 600 avec la fondation d'Emporion, qui par ailleurs porte assez bien son nom en Catalogne, avec également le début de l'activité de l'établissement qu'on considère comme un emporion, établissement de Gravisca en Étrurie méridionale, et tous ces événements sont contemporains de la diffusion de produits grecs et étrusques à Huelva, probablement l'antique Tartessos, dans le sud de la péninsule ibérique. Ce qui se dégage, en fait, c'est très probablement la constitution très rapide d'un nouveau réseau permettant aux emporoi, fréquentant la mer Tyrrhénienne, de rejoindre le sud ibérique en passant par le nord, la Gaule étant évidemment, les côtes de la Gaule étant évidemment un passage obligé dans ces itinéraires. Et donc c'est probablement dans le cadre de l'installation d'une étape importante dans ces nouveaux trafics qu'il faut envisager au moins pour partie la fondation de Marseille par un groupe de Grecs orientaux. Alors, reprendre le débat Marseille, à l'origine, Emporion ou Apoikia, c'est-à-dire mise en place d'une communauté politique, ici importe peu, si ce n'est que, comme le disait Christian Goudineau tout à l'heure, les sites peuvent être polymorphes, c'est-à-dire qu'une cité en tant que telle, et d'après ce que nous disent les fouilles, on a plutôt tendance à penser que le site de Marseille est dès l'origine un établissement au moins majoritairement habité par des Grecs, et donc très probablement une colonie, une apoikia, une cité dès le départ, alors qu'en revanche, Emporion, qui en effet porte bien son nom et sur lequel des données ont été publiées relativement récemment, on a là en revanche un faciès indigène local extrêmement prépondérant, avec très probablement des fréquentations de Grecs et probablement d'Étrusques, qui montre très bien que dans un premier temps, l'établissement d'Emporion est plutôt un établissement sous contrôle indigène qui accueille des commerçants de passage sur ces itinéraires, et que dans un second temps, que je ne définirai pas ici, l'établissement se transforme dans un autre cadre institutionnel. Bref, voilà un petit peu comment fonctionne cet ensemble. Et donc le Midi de la Gaule va entrer, j'allais dire par hasard, mais ce n'est pas totalement par hasard, dans un nouveau contexte, et c'est probablement dans cet esprit qu'il faut comprendre l'émergence de Marseille. Alors, une fois qu'on sait ça, le problème qui se pose est d'essayer d'évaluer quelle est la part de cette communauté marseillaise, dont on comprend bien qu'au départ, elle est extrêmement isolée dans le contexte du Midi de la Gaule, dans les transformations des diverses communautés indigènes du Midi de la Gaule. Et donc, nous allons essayer de lister, avec Dominique, quelques exemples d'interactions dans lesquelles on peut peut-être reconnaître une part massaliette et peut-être une part d'autres partenaires, puisque justement ce qui caractérise ces réseaux d'emporia, c'est justement d'héberger, si je puis dire, des Grecs de Marseille probablement, mais probablement aussi d'autres Grecs, d'autres origines, et probablement aussi des non-Grecs, c'est-à-dire des Phéniciens, peut-être déjà un certain nombre d'indigènes qui se seraient agglomérés dans ces systèmes. Alors, je crois que c'est à toi. D'accord. Voilà. Non, on va essayer de ne pas s'embrouiller. Non. Passons au dossier de l'habitat. Présenter un document, c'est une restitution qu'avait réalisée et publiée André Nickels dans Gallia, à partir d'une découverte réalisée dans la basse vallée de l'Hérault, sur un site qui s'appelle Bessan, un peu dans l'arrière-pays d'Agde, ou du Cap d'Agde, pour les gens qui connaissent. Cette cabane qui avait été fouillée, qui a livré un mobilier assez abondant de la deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, trouvait là un plan assez original, avec notamment une élévation en briques crues. Et André Nickels avait rapproché logiquement le plan de cette cabane d'autres maisons de ce type-là, trouvées en Grèce de l'Est et dans l'Est de la Méditerranée, et donc on avait fait une maison grecque en Languedoc. Passons sur le détail. Les discussions ont été assez importantes dans les années 80, dans les années 90 sur cette structure, dire indigène ou grec.
en cherchant des influences d'un côté ou de l'autre. Le développement de l'archéologie programmée et préventive ces dernières années a livré d'autres plans de cabanes. Voilà la localisation de Bessan dans la moyenne vallée de l'Hérault, le plan de ces maisons à abside et élévation là en briques crues, une photo aérienne de cette série de maisons de la Monédière, donc à Bessan. Et voilà d'autres exemples, par exemple la fouille réalisée par Rémy Maréchal et publiée par Rémy Maréchal ces dernières années à Perpignan, à l'emplacement devant le musée de Perpignan, où il a pu retrouver, ici vous avez la photo, on voit toute la série de calages de photos, cette maison à double abside. Voilà la restitution que proposait Rémy Maréchal de cette maison, qui est datée là aussi de fin 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. D'autres exemples, Éric Gailledra, que nous avons cité tout à l'heure, a fouillé plusieurs maisons au lieu-dit Le Traversant à Maillac. Bernard Dedé a publié l'exemple du plan de la tour à Maillac, et donc à Gaillan, pardon. Et voici en fin de compte tout un lot maintenant, tout un catalogue plus épais d'exemples de maisons absides qui existent pour le 7e, le 6e et même le 5e siècle avant Jésus-Christ. De fait, aujourd'hui, quand on élargit plus largement les comparaisons, on peut aller effectivement des côtes de la Turquie actuelle jusqu'à l'Espagne et du littoral jusque quasiment aujourd'hui à Vix pour retrouver ce type de maison abside. Et en fait, donc, on s'aperçoit que ce type de maison n'est pas à proprement parler un type grec ou un type indigène, ou un type phrygien, ou un type ibérique, c'est en fin de compte le type de la maison, de l'habitat non aggloméré, c'est-à-dire l'habitat en ordre lâche, celui qui est antérieur au développement des villes, et que ce type de construction est commun à plusieurs populations de la Méditerranée, voire de l'Europe continentale. Donc vous voyez comment se pose le débat. La comparaison n'est pas directe et il faut resituer en fin de compte un plan dans un contexte beaucoup plus large, à la fois chronologique et géographique, pour pouvoir avancer. Si l'on va un peu plus loin, on va aller sur une fouille récemment reprise par une jeune archéologue qui s'appelle Sandrine Duval sur la commune sur la commune de Martigues, au lieu du Tamaris. L'endroit est superbe, vu d'avion en coupant un petit peu au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce cap rocheux, on est là presque à portée de cailloux de Marseille, ou vice-versa. En tout cas, on est à quelques kilomètres et on voit Marseille aujourd'hui quand on se présente sur ce cap. L'intérêt de ce site, c'est qu'il est occupé un peu avant la fondation de Marseille, un peu avant 600, et très certainement pendant une grande partie du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et que les fouilles réalisées et reprises par Sandrine Duval permettent aujourd'hui de livrer quasiment une sorte de manuel d'évolution de l'architecture en ordre lâche, celui, si vous voulez, du camping indigène, vers l'agglomération, au sens strict du terme, le moment où les maisons ont des murs mitoyens. Vous allez voir les exemples que je vous donne. Voici donc ces innovations, ces tâtonnements, ces expérimentations bien visibles sur le site, avec notamment, vous voyez, ici on retrouve, j'espère que la photo est claire, une maison abside, à côté d'une maison quadrangulaire, une autre maison ici, séparée par un petit vide sanitaire, un petit endroit, quelque chose qui fait 20-30 cm, qui n'a pas d'usage en tant que tel de circulation pour les personnes, encore moins pour des véhicules, qui a tout juste, en fin de compte, l'intérêt de séparer les maisons. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a là les traces d'une première sédentarisation, d'un premier regroupement des populations, sans que les populations associent leurs maisons, sans un urbanisme qui s'étend en tant que tel. Un peu comme des gens passeraient du camping au mobil-home, construisent une petite haie, puis ensuite un petit mur en agglo, etc., selon des modes bien spécifiques que l'on voit dans nos campagnes, pas uniquement dans le Midi. Donc vous voyez là, les deux maisons, les gens s'associent, s'implantent, mais le mur n'est pas mitoyen, on laisse un petit espace. Cet espace est relativement limité, avec des maisons de plans différents, le plan absidial, qui a encore du sens, mais pas tout à fait, et les premiers plans quadrangulaires. Là, on est un petit peu avant 600. Voilà encore cette maison. Et puis, des maisons, on passe du plan absidial au plan quadrangulaire, et très rapidement, on va voir se mettre en place littéralement la notion d'agglomération, c'est-à-dire des maisons qui vont se retrouver avec des murs mitoyens. Et en ce sens-là, si on réfléchit, même si on est à proximité de Marseille, même si sur ce site on trouve des importations étrusques et ensuite des importations grecques,
il n'est hors de question, à mon sens, de parler d'invention grecque de la ville, ni même de copie de la part de ces populations indigènes de Marseille, qui se trouvent pourtant à portée à vue d'œil. C'est tout simplement, en fin de compte, les mêmes causes qui induisent les mêmes effets, c'est-à-dire des populations qui répondent à une activité commerciale, qui s'installent en bordure du littoral pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger. Leur mode de vie, leur fonctionnement économique, leur fonctionnement social mute, bougent, et à ce moment-là, les formes d'habitat qui ne sont que le reflet de leur activité économique et sociale vont muter aussi, et en fin de compte, on a là, si vous voulez, l'invention de la ville ou l'invention de l'agglomération du Midi, un peu avant, un peu après, un peu en même temps que Marseille, on s'en moquera, mais de toute façon, selon les mêmes effets, c'est le commerce, c'est l'emprise sur un terroir, un territoire, qui développe les mêmes idées, les mêmes concepts, et la naissance de la ville dans le Midi de la France. En ce sens, le Tamaris, par sa vision un peu de stratigraphie horizontale, permet d'illustrer ça de manière claire. Et on voit ici sur le plan voilà, le camping, si j'ose dire, et puis là, la ville avec des îlots allongés, comme on en connaîtra un peu plus dans le Midi de la France. Tu dis deux mots ? Je dis deux mots. Justement, l'idée qu'on avait là, c'est justement la difficulté qu'on a probablement à identifier de manière précise si on est en phase d'influence, le terme est un peu flou, mais là on est bien obligé de l'employer, si on est en phase d'une influence massaliette ou d'une influence autre que massaliette dans un certain nombre de phénomènes. Alors on a quand même quelques éléments et qui sont connus depuis très longtemps, notamment ici sur le site de Saint-Blaise où sur un grand pitos, c'est-à-dire un grand vase réserve qui implique là aussi très probablement, donc probablement du VIe siècle, et qui implique très probablement une production relativement importante, puisqu'on stocke normalement dans ce type de vase des denrées agricoles, et ici en l'occurrence probablement des liquides, probablement du vin. On a découvert sur ce site, qui est fondamentalement un site indigène, comme les éléments de la culture matérielle tendent à le montrer, une inscription qui est donc incisée avant cuisson, localement, ce qui veut dire que ce type d'inscription a été placé sur le site même ou à ses alentours sur ce vase, et qui est en fait une inscription grecque que François Salvia identifie clairement comme une inscription archaïque. Elle ne peut pas être a priori plus tardive, et qui nous dit qu'on arrive à lire assez facilement. On lit murésikos, et murésikos, c'est un adjectif qui se rapporte à cette idée d'odorant ou de parfumé, et qui, généralement dans la littérature grecque, est associé au vin, ce qui est tout à fait cohérent avec sa présence sur un grand vase réserve. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que là, clairement, à Saint-Blaise, et il y aurait éventuellement d'autres arguments, mais je prends celui-ci parce que c'est probablement le plus percutant, ça veut dire qu'à Saint-Blaise, on a quelqu'un qui est capable d'écrire en grec un mot qui désigne quelque chose de très particulier, c'est la première chose. Deuxièmement, ça veut dire qu'on est dans un site où il y a des gens qui sont capables de le lire aussi, parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de l'écrire, quel intérêt de l'écrire? Donc ça veut dire que se développe à partir, dans les alentours de Marseille, à partir du VIe siècle, un langage commun, et ici la langue véhiculaire semble être en partie le grec, au moins partiellement. Et ça veut dire aussi que ces sites indigènes proches de Marseille vont développer des cultures, j'allais dire spéculatives, peut-être pas encore spéculatives, mais des cultures agricoles spécialisées qui induisent un minimum de stockage, et ici on est en phase de pitoi qui sont d'assez grande taille. Donc ici, en l'occurrence, on peut dire avec cet élément que l'élément massaliette est probablement très prégnant sur la communauté de Saint-Blaise, qui évidemment ne fait pas de Saint-Blaise une succursale de Marseille. On est en face d'un site indigène dans lequel probablement on a des gens qui sont soit grecs, soit qui en tout cas sont hellénophones. Bien, ça c'est la première chose. Alors évidemment la situation n'est pas aussi simple qu'on le voudrait, bien évidemment, puisque depuis quelques années on commence à noter la présence d'un certain nombre d'éléments épigraphiques qui renouvellent un petit peu le débat, puisque à Saint-Blaise, par exemple, pour une période
qui est à peu près équivalente. On est ici probablement au deuxième quart du VIe siècle avant Jésus-Christ. On a découvert sous l'anse d'une amphore. L'anecdote est assez rigolote. Cette amphore est connue depuis les années 50. Elle vient des fouilles d'Henri Roland, notamment. Elle avait été restaurée comme on les restaurait à l'époque, c'est-à-dire avec beaucoup de plâtre. Et au moment où je faisais ma thèse, j'ai renversé cette amphore parce que je ne suis pas très adroit, et ce qui a fait sauter une partie de la restauration et ce qui a laissé apparaître cette inscription que vous voyez à droite. J'ai un petit peu aidé pour qu'elle apparaisse véritablement, mais comme il y avait déjà 2 lettres, je me suis dit qu'après tout, il pouvait y en avoir d'autres. Et en effet, cette inscription qui est restée énigmatique pendant très longtemps n'est évidemment pas du grec, elle ne peut pas se lire en grec, et c'est Giovanni Colonna de Rome qui, la voyant un jour dans un manuscrit, me dit « mais en effet, on est en face d'une inscription étrusque ». Alors cette inscription, elle nous donne un nom, alors Azu-Zufre, je ne sais pas exactement comment il faut véritablement le prononcer, mais... oui, probablement, mais on est ici en face de quelque chose qui est évidemment un troisième élément, si je veux dire, à faire entrer dans le débat, notamment de ce site de Saint-Blaise. Alors, le problème, c'est que cette inscription, elle est sur une amphore, et que cette amphore, elle est arrivée d'Étrurie. Et donc, évidemment, la question qui se pose à l'époque, c'était bien de savoir si on avait gravé cette inscription sur l'amphore sur le site de Saint-Blaise, ou si cette inscription avait été gravée en Étrurie, avant que l'amphore arrive, ou éventuellement sur le bateau, où un Étrusque aurait pu l'écrire. Alors, à l'époque, je n'ai pas su répondre, mais Giovanni Colonna m'avait suggéré quand même qu'il trouvait très étonnant que cette inscription soit placée, cachée, à l'intérieur, sous l'anse, véritablement, et soit extrêmement petite, puisque c'est absolument pas l'habitude qu'on connaît en Étrurie de ce type d'inscription, et lui, en tout cas, il l'a publié de cette manière-là, a préféré l'hypothèse d'un étruscophone résidant à Saint-Blaise, même si on n'avait pas d'argument définitif pour le dire. Sur ce dossier de la présence d'Étrusques dans le midi de la France, un des documents les plus importants est sans doute cette lettre inscrite, ce qu'on appelle le plomb de Pechmao. Pechmao, c'est un site archéologique qui est fouillé actuellement par Éric Gailledra et qui, à l'époque, était fouillé par Yves Saulier. Et sur cette lettre inscrite découverte sur cet oppidum de la commune de Sigean, dans le département de l'Aude, le plomb est inscrit d'un côté en grec, de l'autre en étrusque. On regarde ce qui est original, d'abord la face étrusque ici. Ce qui est intéressant, c'est que cette face écrite en étrusque reprend ici le nom de Marseille en étrusque, qui est Matalia. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas un plomb par hasard qui est venu là, un peu comme cet amphore qui pourrait porter une inscription venant d'Étrurie jusqu'à Saint-Blaise. Là, en l'occurrence, découvert sur le site archéologique, on a une lettre commerciale qui fait état au moins du nom de la ville de Marseille et donc qui est en relation directe avec ces activités commerciales réalisées dans cette région de la Méditerranée nord-occidentale. À une période relativement récente, 500-450 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, et c'est important, un moment où les amphores étrusques, on l'a vu sur la belle courbe tout à l'heure de Jean-Christophe et sur celle de Michel Py, les amphores étrusques ont quasiment disparu sur les sites archéologiques. C'est-à-dire, il peut, après la grande période du commerce étrusque, y avoir encore en Méditerranée nord-occidentale, dans cette région, des Étrusques qui font du commerce sans pour autant transporter, diffuser et faire boire du vin étrusque. Cette lettre est inscrite d'un côté en étrusque, on arrive à lire quelques noms, mais on n'en connaît pas totalement le sens, ou même pas du tout, et de l'autre côté, on a cette inscription en... C'est encore l'étrusque dont j'ai zappé tout à l'heure dans le TGV, pardon. L'inscription, voilà qu'est-ce que c'est d'être illettré. La partie concernant le grec a été étudiée par plusieurs chercheurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle associe des Grecs et des indigènes, dont certains noms sont de consonance celtique, on dirait, d'autres de consonance ibérique, et qui montrent qu'un acte commercial, en l'occurrence l'achat d'un bateau, réalisé dans un emporion, sur une place de commerce, mouille, intéresse, touche les différentes communautés, les Grecs, les Celtes et les Ibères, qui sont pris en considération dans cette activité commerciale. Donc vous voyez, pour répondre à la question qui nous est posée, coloniser, acculturer, helléniser, en tout cas,
on est capable de prendre des populations indigènes et de s'en servir comme témoin pour un acte commercial, et ce plomb est conservé dans un site indigène. Donc là, il y a participation des différentes communautés à des activités commerciales, le tout étant scellé dans une langue qui devient une langue véhiculaire, en l'occurrence le grec, et puis la retranscription ou un autre texte, de l'autre côté, mentionné en étrusque. À une période encore plus récente, on est là dans la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve inscrit en grec ionien une inscription qui, semble-t-il, fait référence à une dédicace à la déesse Ioni, qui sera en fin de compte la transcription en grec, donc le langage qui était utilisé par ces populations, d'une référence au monde étrusque. Donc vous voyez, on a dû vous parler, vous connaissez l'existence du gallo-grec. Là, on aurait en fin de compte quelque chose qui serait du gréco-étrusque. On utilise l'alphabet grec pour évoquer, transcrire un concept qui est essentiellement étrusque, parce que justement le grec est utilisé ou est connu, ou peut être connu et utilisé par d'autres personnes. Et là, une période récente, vers 400 avant Jésus-Christ. On fera la liaison rapidement aux découvertes réalisées sur le site de Latte. Là aussi, une très belle photo de Latte. Quand on s'en éloigne et qu'on prend l'air, on arrive comme ça à avoir des paysages particulièrement bien conservés, même dans le Midi. Donc le site de Latte, à proximité de Montpellier, vous avez ici la Méditerranée, le cordon littoral qui n'était pas encore totalement formé, l'île de Maguelone, et puis le site de Latte qui est pris, on va le voir, entre les bras du Lez. Ce site est connu depuis de nombreuses années, fouillé par Henri Prade et puis repris par une équipe poussée, dirigée par Michel Py, qui ces dernières années, en plus des découvertes liées à ce site indigène, ont permis de découvrir la présence. Voilà le site de Latte vu de l'arrière-pays vers le littoral, l'emplacement du site archéologique situé dans les bras du Lez. On active une restitution probable, possible, du site de Latte, passant assez rapidement, sa localisation vraiment en zone de contact sur le littoral, mais aussi vers l'arrière-pays, parce que justement pris dans le delta du Lez, comme tous ces sites stratégiques dont on parlait et dont on reparlera. Et puis, à proximité du port, ici la zone portuaire, ici le rempart, ici une des portes principales pour accéder à la zone portuaire, et dans ce secteur-là, une découverte spectaculaire contre le rempart, ici les enceintes successives de Latte, et ici une maison extrêmement régulière pour ses niveaux, avec une élévation en briques crues, la présence d'enduits muraux, ce qui est relativement rare. Voilà la présence de ces enduits dans cette maison du tout début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà les enduits en place, chose totalement absente sur les autres maisons de Latte à la même période. Voici l'élévation en briques crues de cette maison avec un plan extrêmement régulier qui est tombé. Voilà le plan, je passe. Et voici ce que contenait cette maison. Tout un ensemble d'objets, alors classiques, les amphores, là aussi un peu comme l'inscription présentée par Jean-Christophe tout à l'heure. Des amphores, c'est fait pour être transporté, qu'on en retrouve dans un port comme Latte, c'est classique. D'accord, mais il y en a une assez grande quantité. Et en plus, on a ici, en céramique non tournée, en céramique locale, la reproduction d'une amphore étrusque. Donc on trouve moyen de copier sur place un objet qui normalement est fabriqué en Étrurie. Et ensuite, on trouve des marques. Là aussi, ça peut être transporté avec des amphores. Mais on retrouve également des vases portant des inscriptions d'appartenance inscrites avec un alphabet étrusque. Et cette fois-ci, donc, ce n'est plus des vases qu'on vend, ce n'est plus des vases qu'on diffuse, mais des vases qui ont servi à consommer sur place avec des populations qui étaient implantées ici, dans ce quartier de Latte. Donc voilà une vue du mobilier in situ, la maison a brûlé, pour chance pour nous, et donc on voit là ces vases, ces amphores écrasés sur place, vous voyez, parfaitement conservés, sur le site de Latte. Et l'hypothèse qui est formulée par Michel Py et son équipe, et qu'on est prêt à suivre, c'est que cette maison vers 500 avant Jésus-Christ, dans un contexte indigène, la ville de Latara, la ville au bord des marais, est en fin de compte une maison étrusque. Et donc, dans cette ville indigène, en contexte indigène, sans liaison directe de colonisation, d'acculturation, on avait des marchands qui étaient implantés là, dans cette ville portuaire, qui vivaient dans une maison de type étrusque, qui consommaient à l'étrusque et qui, très probablement,
faisaient du commerce avec les populations locales et qui y sont restés pendant un certain nombre d'années, peut-être pas une génération, mais quelques années en tant que telles. Cette situation d'une présence étrusque sur Latte, que l'on lit également à travers la proportion assez forte d'amphores étrusques sur le site de Latte, ne va pas durer éternellement. Il semblerait que sur Latte, il y ait un clash, un problème, peut-être une mainmise à ce moment-là de commerçants pro-massaliotes qui se passe vers 480. Je vous renvoie aux publications parues et à paraître de Michel Py sur cette hypothèse. C'est intéressant. En tout cas, il y a des grands bouleversements qui se passent vers 480 et Marseille reprend ce que Monique Clavel citait tout à l'heure, a appelé l'impérialisme marchand. Marseille reprend sa suprématie sur le site de Latte, avec des mouvements qui touchent sans doute plus largement que ce quartier, plus largement que ces commerçants. C'est là c'est moi qui le dis, parce qu'avec notamment la découverte de statues de personnages héroïsés, de guerriers, comme on en connaît dans le Midi de la France, et cette statue dont la tête a été coupée, dont les bras ont été bûchés, est replacée dans un mur et sert de pied droit dans un mur d'une maison de Latte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là aussi c'est un élément sur lequel on n'a pas du tout le temps de s'attarder, mais qu'il faudrait garder en tête comme réflexion pour les années à venir, c'est que l'histoire même interne de ces populations n'est pas une histoire continue, lisse, mais qu'il y a des heurts, il y a des coupures, y compris dans les populations locales, d'autant plus que les systèmes locaux commencent à se hiérarchiser, que la présence de cette statuaire qu'on commence maintenant à bien connaître dans le Midi dès le VIe siècle avant Jésus-Christ montre que l'on présente, on glorifie certains personnages, certains héros, qu'il y a certaines lignées qui se mettent en place et que, comme dans tout pouvoir politique, il y a des moments où, ma foi, on coupe la tête aux gens qui sont à la tête de ces groupes et que d'autres prennent une place plus importante dans ces villages et dans ces villes. Donc vous voyez, structuration politique, là aussi, pour des gens qui ne sont pas forcément sous influence étrusque ou grecque ou autre, mais des modifications importantes dans la structuration sociale dont aujourd'hui l'archéologie pourrait lire certains vestiges. Et ces exemples de cette présence étrusque, aujourd'hui, elle ressort à travers les épaves, largement médiatisées, les fouilles de Luglon, les découvertes aussi qu'on peut aujourd'hui réinterpréter, notamment ce trépied découvert à Marseillan, et dont on connaît un exemplaire quasiment identique, un trépied probablement fabriqué à Vulci, daté du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont on connaît un exemplaire dans une tombe celtique, celle de Bad Dürkheim, et qui donc montre que le Midi, dont on parle, cette petite bande, a pu servir de relais aussi à ce qu'on a appelé le phénomène princier et qui a déjà été évoqué dans cette salle par des spécialistes. Et que là aussi, ça s'est fait d'une manière commerciale, mais peut-être d'une manière un peu plus dure. Par exemple, il y a quelques années a été publié ce casque de typologie étrusque du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a été retrouvé dans la région de Sète, dans l'Hérault, et qui montre que là aussi, ce mobilier peut-être était accompagné, pas uniquement en termes commerciaux, mais peut-être aussi parfois en termes militaires. Presque dernier dossier que nous allons traiter aujourd'hui. Oui, alors je crois qu'à un moment ou l'autre, il va falloir aborder ce dossier complexe qui est le dossier de Béziers. Alors, en quelques mots seulement, le rappel de la problématique. On a découvert à Béziers depuis une quinzaine d'années, un peu plus peut-être, mettons une vingtaine d'années, un site qui présente en effet un certain nombre de caractères qui sont des caractères extrêmement différents de la norme habituelle établie à partir des grandes synthèses quantitatives qui sont faites essentiellement qui avaient été établies essentiellement à partir des oppida. Et en effet, on est en face ici d'un établissement qui pose un véritable problème et qui, en effet, est tout à fait dans la problématique d'aujourd'hui. Alors, justement, dans la mesure où ce site présentait des caractéristiques spécifiques qui sont notamment la présence très tôt, en tout cas au moins au 5e siècle, peut-être avant, d'une production de céramique tournée et d'une consommation dans un faciès où les céramiques tournées sont largement majoritaires, dans le cadre des systèmes d'interprétation qu'on avait auparavant, c'était très clair. Si ce n'était pas indigène, c'était grec. Tout simplement parce qu'on était dans cette opposition binaire, et cette opposition binaire, elle reposait sur, les exemples des oppida. Les oppida donnaient la norme
indigène, et évidemment, ce qui ne correspondait pas à la norme indigène était forcément l'autre partie, qui était la partie grecque. Et donc, s'est développé un débat autour de Béziers, et pour certains, notamment Daniela Ugolini, elle a défendu l'hypothèse de l'existence à Béziers d'un établissement grec, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais d'un établissement grec au 5e siècle au moins, qui aurait en quelque sorte échappé au texte et aux mentions. Ce qui paraît quand même très étonnant. Alors, le dossier, comment se présente-t-il? Qu'est-ce qu'on trouve à Béziers? Et on va juste regarder sa production céramique, pour avoir une idée. Sa production céramique, c'est d'abord ce qu'on appelle la céramique grise monochrome locale, et ça n'a rien d'original dans le Midi de la Gaule. On a, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, et probablement à partir de modèles Massaliettes, la diffusion dans un certain nombre de sites de Provence et du Languedoc d'ateliers qui sont des ateliers de céramique grise monochrome, parce que cette céramique grise a un succès relativement important dans les communautés indigènes. Donc, en soi, on n'est pas là en face d'un signe qui est tout à fait original, mais relativement courant. En revanche, ce qui est plus rare, c'est la caractérisation à Béziers, dont la publication finale reste à paraître, d'une production de céramique dite à pâte claire, et ça, en général, on a plutôt tendance, dans l'ambiance habituelle, à l'interpréter comme le fait plutôt de Grecs. Bon, alors, je vous présente juste le dossier tel qu'il est. On y trouve des coupes, et ce qui est assez original, on y trouve dans la partie basse à droite toute une série de cratères, c'est-à-dire de grands vases collectifs pour la consommation collective du vin, et ce qui est en soi, dans le Midi, un phénomène relativement original. Première chose. Deuxième chose, on trouve à Béziers, dans cette céramique à pâte claire, d'autres productions qui, elles, en revanche, sont plutôt d'inspiration ibérique, avec notamment ces grandes jarres, pour lesquelles on ne trouve aucune comparaison à Marseille, mais en revanche, des comparaisons très nombreuses dans le monde ibérique. Ce qui fait qu'on est en face maintenant d'une situation, vous voyez, qui est déjà très morcelée, c'est-à-dire on a une production qui est à la fois de type grec, mais relativement classique dans le monde indigène, que sont les céramiques grises monochromes, des céramiques à pâte claire, qui sont des choses qui font plutôt penser à une influence grecque, et puis des choses dans cette même pâte claire qui sont plutôt d'influence ibérique. Alors vous allez me dire, ça commence à devenir évidemment extrêmement compliqué. Si à ça on ajoute la production bien caractérisée de pots de cuisine tournés, là ça devient carrément très complexe, puisque ce qui caractérise le monde indigène du Midi, c'est la production de pots de cuisine, dont je vous passe les détails typologiques, mais qui fondamentalement sont toujours en céramique modelée. Et ici, on aurait une originalité qui est la production d'une céramique tournée pour la cuisine, et qui plus est, une céramique tournée qui présente des formes extrêmement originales, puisque ces formes à fond plat et à bord déversé n'existent pas dans l'ensemble du monde indigène méridional. En revanche, ce type de pot est clairement un type de pot qu'on connaît très très bien dans les cultures étrusques et laciales. Alors, partant de là, évidemment, ça devenait extrêmement compliqué. On a des choses qui ressemblent à de l'étrusque, des choses qui ressemblent à du grec, peut-être massaliette, des choses qui ressemblent à de l'ibérique. Qu'est-ce que c'est que cet établissement? Alors, on a peut-être un début de solution, je dis bien un début, avec ces deux objets, qui sont en fait là aussi deux inscriptions, qui ont été publiées en 1995 en fait, par Daniela Ugolini, et qui ont été relues récemment dans un article à paraître de Michel Batz, vérifié par Javier Dehoz, donc on a quand même là un dossier épigraphique assez bien ficelé, puisqu'en fait, sur ces deux objets, alors celui du bas est une anse d'amphore massaliette, on a quelques lettres kana qui sont en alphabet étrusque, et là aussi, vous allez me dire, une anse d'amphore, elle a pu être, et c'est sa nature, être gravée ailleurs, mais surtout, dans la partie haute, une autre inscription, là aussi partielle, enfin incomplète, massi, qui est aussi en alphabet étrusque tout à fait caractéristique, qui en revanche est sur un vase local en céramique grise monochrome. Ça veut dire qu'on avait à Béziers des étruscophones qui étaient capables d'écrire sur des vases locaux. Alors,
C'est tout à fait intéressant parce que ça permet quand même déjà de commencer à cerner le problème. Alors, je ne veux pas dire que Béziers est une ville étrusque. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je pense qu'on est en face de l'un de ces établissements où, justement, on doit caractériser un grand métissage de population. Alors, le problème est bien évidemment maintenant de caractériser à certains moments quelle est la part de chacune de ces composantes, qui a le pouvoir. Ça aussi, on n'en sait absolument rien, mais globalement, je pense qu'on a là une voie de la recherche qui est tout à fait nouvelle et qui, justement, ne peut être conçue que si on a bien compris que les anciens schémas massaliètes indigènes sont aujourd'hui absolument caduques, et je crois que la documentation le montre assez bien. Dernier exemple, 2 minutes, accordez-moi, et on en terminera, je vous promets. Concernant ces dossiers, ce qu'on a voulu montrer, c'est que, bon, le dossier était complexe, mais on n'a pas voulu botter en touche. On a voulu montrer qu'il y avait des dossiers que l'on pouvait reprendre et revoir, et que ces populations-là n'étaient ni colonisées, ni prises, ni sous l'emprise d'eux, mais tout simplement participaient à la construction d'un nouvel espace qui lie la Méditerranée et une partie de l'Europe. Et cette notion d'acteurs, de participants, avec tout ce qui peut se passer quand on participe, quand on joue et quand on collabore à une opération, des fois d'avoir plus de place et des fois d'en avoir un peu moins, est quelque chose qui aujourd'hui pouvait ressortir de l'archéologie. Dernière donnée, j'ai une de mes étudiantes en thèse qui a soutenu l'an passé, qui s'appelle Delphine Isoardi, qui a fait une approche sur la démographie des populations du Midi de la France. Je passerai très rapidement là-dessus. Le dossier est complexe. Elle a travaillé sur les sites du littoral de la Provence. Elle a établi une courbe qu'elle appelle logistique, qui est une évolution normale de l'évolution démographique de ces populations. Et ce qu'elle a analysé, c'est le moment où il y avait des surplus et des moins dans cette courbe, dans l'évolution démographique de ces populations. Et il est intéressant de noter que dans la phase qui va de 630 avant Jésus-Christ jusqu'à 450 avant Jésus-Christ, celle sur laquelle on a beaucoup parlé, il y avait un apport très important de populations sur les sites indigènes. C'est-à-dire qu'il y avait un accroissement très important des sites indigènes, ce qu'on appelle des oppidas, et que cet accroissement ne correspondait pas à un accroissement normal des populations en place. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces propres sites du littoral, de ces oppidas des premiers contreforts du littoral languedocien et provençal, avaient été des zones attractives pour des populations de l'arrière-pays. Et ça, on le voit très nettement grâce aux prospections qu'on a pu mener notamment dans le sud des Alpes, où après une phase importante de bronze final et au tout début de l'âge du fer, il y a une période de désertification de ces secteurs de l'arrière-pays provençal et de cet espace basalpin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là aussi, cette zone littorale avait apporté des populations et qu'il y avait un sang neuf à l'échelle régionale qui s'était mêlé pour développer cette culture locale. Donc là, il n'y a pas uniquement un problème d'influence, il y a un problème d'attraction et de nouveaux rapports de force, y compris en nombre, qui se développent dans cette région. Et dernier élément, les travaux de Philippe Boissineau ont montré très largement maintenant la présence de vignobles dans la région de Marseille, avec les tranchées de plantation, les systèmes de provignage. Ces documents-là ont été publiés et ne font que répondre, en fin de compte, à l'abondance des amphores marseillaises qui étaient connues. Et puis maintenant, les prospections qui sont menées et les fouilles, grâce aux travaux notamment de l'INRAP qui sont menés dans la région de Nîmes, mettent en fin de compte en avant, à grande échelle, le développement de terroirs, de parcellaires, avec notamment des espaces séparés par des fossés qui semblent bien liés à la production céréalière dans ces régions du Languedoc et de la Provence. C'est-à-dire à la fois une demande des populations indigènes, ces biens de prestige, ces biens de consommation méditerranéens, mais également un développement des productions locales, notamment ces productions céréalières qui pouvaient intéresser les nouvelles villes, indigènes, grecques ou mixtes, mais également, éventuellement, être exportées dans d'autres régions de la Méditerranée. Voilà. En guise de conclusion, et nous avons déjà beaucoup parlé, sans vouloir inverser totalement la problématique, nous souhaiterions montrer que, comme nous avons tenté de vous le présenter aujourd'hui, les Celtes du Midi sont certes très perméables ou participent à cette construction méditerranéenne, mais dans certains cas, des simulations, ces transferts n'ont pas été toujours en sens unique. 2 exemples pour terminer. Récemment, Antoine Hermary a réalisé une analyse sur le lac Idonne.
nom aux consonances celtiques d'une divinité masculine dont on sait grâce au monnayage l'importance pour les Grecs de Marseille. Les premières monnaies qui suivent les monnaies d'Oriol sont ce type de monnaie marseillaise avec l'inscription Lachydone, représentant un personnage cornu, donc probablement lié à un culte des eaux ou une source ou un dieu fleuve. On retrouve ça dans les premières monnaies donc, qui suivent les monnaies d'Oriol et puis dans les monnaies un peu plus récentes avec l'inscription Lachydone. Et qui montrerait que les Phocéens de Marseille, en s'installant dans cette région, ont pris comme emblème pour signifier, pour montrer aux autres, pour monter à voir la ville, un symbole purement indigène, celui d'un dieu local, Lachydone, dont il fallait d'ailleurs inscrire le nom pour pouvoir être lu et compris par d'autres populations qui ne connaissaient pas ce personnage en tant que tel. Et juste comme ça pour le détail, ça ici vous avez la monnaie de Marseille, donc qui date du tout début du 5e siècle avant Jésus-Christ, vu que c'est une monnaie qui suit le type d'Oriol. Et ici, vous avez une monnaie beaucoup plus rare qui est un drachme d'Églanique, donc produit probablement au 2e siècle avant Jésus-Christ à Glanum, qui représente très probablement là aussi un dieu fleuve ou un dieu lié à une source, peut-être le dieu Gland, et qui reprend le motif connu avec le personnage, le système de diadème, les cheveux un peu hirsutes, et puis la petite corne dans les cheveux. Et donc la réponse, si vous voulez, indigène, c'est un pied de nez, à l'expression ici identitaire grec, le grec qui prend le symbole ou le dieu, ou qui donne une apparence humaine au dieu local indigène, et puis les glaniques qui prennent la monnaie, élément de prestige de diffusion d'une image, au 2e siècle avant Jésus-Christ, en copiant un système de drachme, mais cette fois-ci en marquant bien clairement l'appartenance, le nom de la cité, Glanicon. Et autre exemple qu'on pourrait citer très rapidement pour terminer, à la période augustéenne, Vitruve, dans son livre 2, évoque les maisons primitives d'une manière large et donne comme modèle le cas de Marseille, dit-il, où nous pouvons remarquer, à la période augustéenne, qu'au lieu des tuiles, c'est de la terre pétrie avec de la paille qui recouvre les toits. Donc les toits de Marseille à la période augustéenne sont en fin de compte ceux d'une ville grecque, mais proches de celles des populations indigènes protohistoriques de la région du Languedoc et de la Provence. Voilà, c'est sur ces deux éléments que nous voulions terminer cette présentation. Merci bien.